Merci beaucoup Magali, merci pour l'organisation de cette réunion ensemble qui me fait très plaisir. Je suis très heureux d'accueillir Claire Marin. Alors je voudrais vous dire, c'est typiquement ça va dans le sens de ce nouvel enseignement qu'on est en train de créer cette année pour les étudiants en médecine que vous êtes. Et c'est parti de l'idée qu'il fallait qu'on sorte de la médecine pour pouvoir y rentrer. Après, y rentrer riche parce qu'on aura vu en sortant des paysages nouveaux. Et donc, comme vous avez vu, il y a des cours magistraux qu'on va faire une fois par mois, le jeudi soir, et puis il va y avoir un peu des éléments plus vivants que les cours magistraux, dont des débats littéraires, et un peu comme celui que je vais avoir avec Claire Marin. Donc Claire Marin, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de participer à ce qui est encore une expérience. Alors, vous êtes philosophe, et vous êtes professeur de philosophie, et quand vous allez sur Google et vous allez voir que Claire Marin a publié plusieurs livres, et on va voir qu'il a essayé de voir le fil de directeur. Et si j'ai bien vu votre premier livre, en 2008 vous publiez deux livres, un livre Violence de la maladie et Violence de la vie, et la même année un roman, Histoire de moi, c'est la narration qui décrit la souffrance d'une patiente atteinte d'une maladie auto-immune. Et à ces deux livres, ensuite il va y avoir ceux que j'ai vus. Alors un livre en 2014, un livre que je pense que tout médecin devrait avoir lu, c'est La maladie catastrophe intime. Et puis 5 ans plus tard, donc en mars, vous publiez Rupture. Et rupture, entre parenthèses, S, ça veut dire qu'il y aura plusieurs types de ruptures que vous allez décrire. Voilà, alors, est-ce que je voudrais que vous nous parliez un petit peu, avant de toute chose, un peu, vous êtes professeur de philosophie, et comment vous définissez votre métier de philosophe? Qu'est-ce que vous enseignez dans la philosophie? Et puis pourquoi, ça va être ma première question, vous avez commencé par vous intéresser à la médecine. Alors oui, en effet, je suis professeure de philosophie en classe préparatoire. Ce que je décrirais si il fallait essayer de définir mon travail, c'est d'accompagner des questionnements et de proposer les réponses ou les pistes qui ont été abordées par des philosophes aux questions que mes étudiants se posent ou sont obligés de se poser, puisque aussi ont un programme, des notions à apprendre, etc. Mais ce que je constate, c'est que ça, dans le meilleur des cas, ça les accompagne au-delà des exigences un peu bornées d'un concours et d'épreuves spécifiques. Donc je crois que c'est à la fois une matière qu'on enseigne comme d'autres, mais que c'est une matière qui peut aussi, à un certain moment, nous accompagner dans d'autres types de questionnements plus personnels. Sur le rapport à la médecine, d'abord moi j'ai hésité à plusieurs moments de ma vie à commencer des études de médecine, d'abord après le bac, et puis ensuite, une fois que j'ai eu l'agrégation de philosophie, mon tuteur à l'époque m'avait dit c'est le moment de commencer des études de médecine. Bon, l'agrégation de philosophie, c'est peut-être pas aussi dur que des études de médecine, mais c'est déjà un petit peu, c'est des années un peu rudes de travail. Bon, et puis pour d'autres raisons, j'ai abandonné ce projet, mais ça m'a toujours passionnée. Pour le contenu, pour le savoir que ça présuppose, et puis aussi pour une raison plus personnelle qui fait que la maladie a toujours été très présente dans ma vie, parce que beaucoup de mes proches étaient malades. Donc, comme c'est le cas pour certains étudiants en médecine, c'était aussi pour passer du côté de ceux qui ne font pas que subir la maladie, mais qui ont une forme d'activité ou un peu une certaine prise aussi, pour plus être juste dans la position passive de subir. Donc il y avait à la fois un intérêt intellectuel, une curiosité pour
l'ensemble des savoirs que ça représente. Et puis évidemment une histoire personnelle qui faisait que cette question était très sensible. Je suis ravi de votre réponse parce que ce que j'entends, c'est que la médecine intéresse les philosophes, et parce que c'est vrai que la médecine c'est quelque chose de fascinant, en quelque sorte. Et je peux vous dire que ce que j'essaye de faire, c'est de faire en sorte que les médecins soient intéressés par les philosophes, les philosophes, et on peut faire une rencontre dans les deux sens. Vous voyez, une philosophe qui s'intéresse à la médecine, ça veut dire que nous avons en retour, et c'est tout le sens des cours que je vais vous faire, intérêt à aller les lire et surtout ne pas avoir peur de la philosophie. On risque d'avoir peur de la philosophie parce qu'on a l'impression qu'on va pas comprendre. En fait, les philosophes sont souvent très clairs et les questions qu'ils posent, ce sont les questions que un jour ou l'autre, non, je vous assure, mais il faut un peu comme au bord de la piscine, vous avez peur de plonger dans le bain. N'ayez pas peur de lire les philosophes, ou n'ayez pas peur de lire Montaigne, ou de relire Montaigne. On y prend un très grand plaisir. Alors j'ai une deuxième question. Vous voyez, j'ai préparé des questions parce que c'est comme Giscard d'Estaing, on lui disait aux conférences de presse, on dit que j'ai préparé les questions. Non, c'est absolument faux. Ce que nous avons préparé, ce sont les réponses. Non, enfin, j'ai quand même préparé des questions comme un guide d'entretien avec Claire Marin. Bon, il y a en fait, vous avez un regard non médical sur la médecine, et il y a d'autres métiers qui ont des regards non médicaux. Par exemple, je pense aux écrivains qui ont écrit, par exemple, Thomas Mann écrit La montagne magique, c'est ce qui se passe dans un sanatorium. Des hommes de théâtre disait Le roi se meurt de Ionesco. Vous allez voir que des cinéastes, regardez le film extraordinaire Vivre de Kurosawa, c'est la description d'une histoire médicale, mais qui va bien au-delà de là. Et vous, Claire Marin, je vois que vous avez écrit un roman, Hors de moi. Alors pourquoi est-ce que vous êtes passée à ce genre littéraire? Alors le texte Hors de moi est en fait plus un récit. Il a été mis dans la catégorie roman par mon éditeur pour des considérations pratiques, mais c'est plutôt un récit autobiographique. Alors ce qui s'est passé, c'est que au départ, j'ai eu une proposition de maison d'édition pour travailler justement sur la question de la maladie. Et j'ai commencé à écrire cet essai qui s'intitule Violence de la maladie, donc qui avait une dimension universitaire, donc qui était écrit de manière universitaire. Et même si je suis contente d'avoir écrit ce texte, et qu'à mon avis il dit des choses importantes, j'étais très frustrée en l'écrivant d'écrire dans ce style universitaire et avec cette approche relativement neutre ou objective qu'on attend de ce type d'essai. Et donc parallèlement au moment où j'écrivais cet essai, j'écrivais à côté tout ce que j'aurais vraiment voulu dire, c'est-à-dire la colère d'un patient, son humiliation, son incompréhension, l'impression d'être maltraité, au contraire les moments où enfin un médecin nous écoute, ou on a un soignant qui nous sauve la soirée avec quelques gestes bienveillants, etc. Donc, ce qui était dit dans l'essai suffisait pas à décrire l'expérience concrète vécue au quotidien de quelqu'un qui est malade. Et c'est de là qu'effectivement Hors de moi a surgi, si on peut dire, dans une écriture très rapide, en quelques semaines, où était dit tout ce qu'un essai ne peut pas dire de l'expérience subjective d'être malade au long cours. À nouveau, je suis ravi de vous entendre parce que il y a quelque chose qui est en train de se développer, qui va se développer considérablement, c'est ce qu'on appelle la médecine narrative. Et en fait, ce que vous dites, c'est typiquement de la médecine narrative. Quand on voit quelqu'un qu'on soigne, et puis on dit que c'est un patient qui vient voir, et en fait, ensuite on se dit, ah non, il est malade, c'est un malade qui vient me voir. En fait, c'est quelqu'un qui a un récit à faire.
Et en fait, avoir un récit à faire, c'est ce qui définit une personne. Vous savez, bon, on reparlera tout à l'heure de Paul Ricoeur, mais Paul Ricoeur, une de ses thématiques majeures, c'est, il a commencé par écrire sur le récit et narration, et c'est que une personne, une définition d'une personne, c'est quelque chose qui peut raconter sa vie. Et quand nous, alors vous voyez, quand nous voyons les patients, on dit on va faire l'interrogatoire. Non mais quel mot horrible, hein, et n'oubliez pas que nous avons les moyens de vous faire parler, hein. L'interrogatoire, alors s'il faudrait, c'est racontez-moi ce qui vous arrive. Et en fait, vous avez eu envie de raconter, et j'imagine parfois de hurler. C'est pour ça, vous étiez hors de vous. Ben, je crois que beaucoup de patients sont en colère, oui. En tout cas, c'est au moins une phase, surtout dans une maladie voilà, qui ne se guérit pas. Il y a des moments, effectivement, de désespoir, de tristesse, etc. Mais il y a aussi une colère très forte, qui est une colère qui est double contre l'injustice de tomber malade, donc tout le monde peut le comprendre, mais aussi contre l'impression parfois qu'en plus de la violence liée à la maladie elle-même, avec tout ce qu'elle détruit ou tout ce que ça implique de douleur, on peut avoir le sentiment qu'il y a une autre violence qui nous est parfois faite par l'institution, par la manière dont parfois sont gérés les patients. Je fais exprès de dire gérer, parce que je vois bien comment la logique de l'hôpital, à l'insu des soignants, fait que ça devient de la gestion plus que du soin. Donc il y a une violence qui me semble non légitime. C'est-à-dire, il y a des gestes médicaux qui sont techniques, qui sont intrusifs, qui sont agressifs, qui sont une violence faite au corps, contre lesquels on peut pas... Si, on peut tempérer cette violence avec un accompagnement qui va être humain. Mais il y a d'autres types de violences qui s'exercent sur les patients à l'hôpital qui ne sont ni légitimes ni nécessaires et qui sont créées aussi de plus en plus, mais vous le savez mieux que moi, par la nouvelle logique de management de l'hôpital en France aujourd'hui, qui est en fait une logique qui engendre deux souffrances, hein, enfin une double souffrance, celle des patients et celle des soignants évidemment. Alors on en est tellement plus conscient que on est en train d'essayer de répondre à cette violence. En 2012 est paru un livre écrit par des représentants des usagers de l'assistance publique, Claire Compagnon et Thomas Sagnier, intitulé « L'hôpital, un monde sans pitié ». Claire Compagnon avait écrit un rapport intitulé « La maltraitance ordinaire ». Et la réponse de l'institution et de notre institution de l'assistance publique Hôpitaux de Paris a été de créer un groupe de travail sur l'hospitalité et de développer, je suis assez fier parce que j'ai été à l'origine de ce problème-là, à la suite de la lecture qui m'avait choqué de ce livre, c'était 300 pages d'horreur, hein. Mais il ne disait pas quand même ce qu'il y avait de bien, parce qu'il n'y a quand même pas que des horreurs. Vous savez, eh bien, on a créé ce programme hospitalité, de labellisation hospitalité, et qui fait que, d'un point de vue pédagogique, on montre aux hospitaliers, en fait, ce qui peut clocher. Parce que ce que je peux vous répondre, c'est que ce n'est jamais volontaire. C'est ça qui est terrible. On s'est habitué au fait que c'est comme ça. Et c'est comme ça parce que les moyens sont limités, mais on ne doit jamais se résigner. Ça peut être une explication qu'il n'y a pas de moyens, mais ça ne doit jamais devenir un alibi et puis on ne fait rien. Donc il faut essayer. Alors il ne faut pas non plus être angélique et se dire qu'on va tout régler du jour au lendemain, mais au moins déjà ouvrir les yeux. Et je pense que lire des livres comme Hors de moi, c'est le prochain que je vais lire de vous d'ailleurs, on doit toujours essayer de se mettre à la place de l'autre. Et je vais vous dire aussi pourquoi. C'est parce qu'un jour, je vous garantis, vous y serez. Vous ne pouvez pas échapper à la maladie et à la médecine. Elle vous guette, elle vous attend.
Donc, et plus on vieillit, à mon âge, j'ai encore plus de risques que vous. Hein. Donc, j'aimerais bien qu'on s'occupe de moi et que j'ai bien, et donc c'est pour ça qu'on a intérêt à s'occuper bien. Alors maintenant, on va arriver sur vos 2 livres. Et j'ai commencé par je vais vous avouer une chose, je ne vous avais pas lu avant de préparer cet entretien. Mais donc j'ai commencé par lire Rupture. Et quand j'ai lu Rupture et Rupture au pluriel, je me suis dit il faut que je lise le livre d'avant, qui était La maladie catastrophe intime, où en lisant Maladie catastrophe intime, on le lit comme une rupture. Et quand vous apprenez que vous avez une maladie chronique, eh ben il y a le avant et puis de après. Et puis ensuite, vous écrivez Rupture au pluriel. Et j'ai l'impression qu'il y a une continuité dans les 2 livres. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler vraiment en détail de votre dernier livre, Rupture? Et j'espère que cet entretien, ça va vous inciter à aller sur Amazon ou dans votre librairie préférée, acheter et lire rapidement ces 2 livres-là. Alors, Rupture. Et comment vous voyez le lien entre la maladie catastrophe intime et puis Rupture, donc mars 2019. Alors comme vous l'avez dit, effectivement, dans Rupture, il est question de maladie, mais pas seulement, les différentes ruptures que j'étudie, on aurait pu rajouter des chapitres. C'est par exemple le fait à certains moments, rompre avec sa famille pour vraiment devenir soi. C'est ce que ça peut signifier aussi des ruptures qui sont liées à la maladie, mais aussi au deuil. J'étudie aussi la naissance comme une rupture importante dans la vie de celui qui devient parent. Donc j'ai essayé de montrer que nos vies étaient faites de ruptures successives, que c'était justement pas forcément une catastrophe, mais que ça pouvait aussi l'être. Donc c'est ça le prolongement. Mais c'est pas seulement le prolongement de la catastrophe intime, puisque entre-temps j'ai aussi écrit un texte qui s'inspirait de la vie réelle de mes étudiants qui sont devenus grands, puisque maintenant un certain nombre d'entre eux ont 30 ans. Comme j'ai toujours enseigné en banlieue, j'ai vu des parcours assez réjouissants d'ascension sociale chez les anciens étudiants, mais j'ai vu aussi ce que ça avait être dérangeant d'être transclasse, de changer de milieu, de changer de pays, d'avoir l'impression parfois d'être déloyal vis-à-vis de sa famille, ses origines, etc. Et donc cette question des ruptures de vie ou des bifurcations, c'est toujours une question qui m'a beaucoup interrogée. Donc de manière plus générale, effectivement, c'est dans la continuité de ce que j'ai écrit sur la maladie, mais pas seulement. Je crois que la rupture, elle se joue plusieurs fois, elle se répète plusieurs fois dans notre vie. Elle interroge, elle est toujours très liée, comme vous l'avez bien identifié, à la question de l'identité que vous avez évoquée déjà avec Ricard. Ouais, je voudrais qu'on y revienne à l'identité. Vous savez, en fait, en lisant le livre Rupture, je me suis dit, et moi? Alors, moi, maintenant, j'ai un certain âge, je peux regarder en arrière et me dire, est-ce que ma vie a été un long fleuve tranquille? Et je vous garantis, la réponse est non. J'ai changé plusieurs fois de carrière. Bon, j'ai même au moins eu 2 ou 3 carrières différentes. Et en fait, est-ce que c'est par hasard que ça arrive? Et comment est-ce que ça se passe? Alors il y a des choses que quand on vous lit, que moi j'ai reconnu très bien, la rupture elle est en soi angoissante. Quand vous êtes dans une situation et que vous décidez de changer de métier, je peux vous dire, j'étais directeur d'une unité de recherche de l'INSERM, je deviens professeur de médecine. Je peux vous dire que pendant des mois, je me suis demandé, est-ce que j'ai pas fait une erreur? Hein, et ça transparaît très bien à plusieurs. Est-ce que j'aurais pas dû continuer? Pourquoi est-ce que j'ai changé? Et aussi, est-ce que en changeant, je n'ai pas trahi quelque chose de mon identité?
au fond, on me connaissait comme tel, et tout d'un coup, je change, je deviens quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je pense que la notion de rupture, telle qu'on la lit dans votre livre, ça pose vraiment la question de l'identité. Et bien, une question, alors là, philosophique que je voudrais vous poser, et j'ai l'impression que vous suggérez que l'identité, c'est une illusion. Et alors, comment est-ce que je sais que je suis moi ? Je suis moi parce que je me souviens de ce que j'étais il y a 10 ans, il y a 20 ans, et j'ai l'impression que c'est la même personne qui vient jusqu'à maintenant. Mais ça pourrait être une illusion. Et il y a des philosophes qui peuvent discuter cette notion-là. Et en fait, vous dites, en fait, au départ, il pourrait y avoir plusieurs moi possible, et puis le moi que je suis devenu, c'est le moi que j'ai sélectionné parmi plusieurs possibles. Est-ce que c'est un peu comme ça que vous voyez les choses? Alors vous parlez beaucoup plus dans ce livre-là, vous parlez d'habitude d'être. Et j'ai un peu l'impression que vous aimeriez remplacer la notion d'identité par celle d'habitude d'être. En fait, en ce moment, je suis ce que je suis, c'est-à-dire j'ai plein d'habitudes. Et d'ailleurs, ce n'est pas les mêmes habitudes que j'avais l'année dernière, parce que j'ai pris ma retraite. Bon, donc je me lève plus tard, par exemple, très agréable. Vous voyez, donc, est-ce que c'est un peu comme ça, cette notion d'habitude d'être que vous mentionnez, mais moins dans Rupture, cette notion d'identité, est-ce que c'est une illusion ? Alors, il y a beaucoup de questions. Ouais. Je ne vais pas faire un cours sur l'identité, mais juste rapidement, pour voir un peu dans quel environnement intellectuel je suis allée puiser. Le premier à questionner cette idée qui est un jeu, un moi, une unité constante, cohérente et qui dure, celui qui pose la question, il me semble un peu comme une déflagration de l'histoire de philosophie, c'est David Hume, qui est un philosophe écossais, qui dit « il se pourrait bien qu'il y ait seulement une juxtaposition de moments de vie et que rétrospectivement, oui, je construise quelque chose comme une espèce de continuité parce que c'est rassurant qu'il y ait ce noyau dur qui serait moi. » Mais il pose la question, il dit « est-ce que ça existe ou c'est une construction dont on a besoin pour dire ce qu'on fait aussi dans nos langues européennes, qu'il y a un jeu. Mais ce jeu-là, ça c'est Nietzsche qui le dit, il existe en français et en allemand, mais il n'existe pas dans d'autres langues. Et ça, déjà, ça doit nous interroger. Peut-être que c'est une construction culturelle de penser quelque chose comme un jeu. Ensuite, l'idée qui m'a bien plu aussi, c'est celle que vous avez évoquée en faisant référence à une idée qui est celle de Bergson. Bergson qui dit quand l'enfant naît, il dispose d'une pluralité de personnalités. Et puis au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on vieillit, un certain nombre des personnes qu'on aurait pu être, on les jette par-dessus bord. Parce qu'on ne peut pas être 1000 personnes à la fois. Et j'aurais pu être cette danseuse étoile, mais non, finalement, je deviens mon prof de mathématiques. Et ce que dit Bergson là, c'est que quand même, il y avait cette potentialité. Et du coup, la question que je propose à partir de ce texte de Bergson qui m'a toujours intéressée, parce qu'il dit aussi parfois ces personnalités restent comme des espèces de petits fantômes qui traînent derrière nous. Et mon idée, ce que je propose au moins d'interroger, c'est de savoir si à des moments de rupture de l'existence, justement ces petits fantômes ne réapparaissent pas, comme des pistes pour nous aider à justement reconstruire un moi quand le précédent a été malmené ou démoli par la maladie, par la rupture amoureuse, par un chômage, par un burn-out, etc. Donc, où est-ce que je vais puiser quand j'ai l'impression d'avoir été vidée par une expérience qui m'a vraiment réduit à n'être presque rien, ou en tout cas à avoir ce sentiment-là. Et peut-être que c'est dans ces potentialités qui étaient les miennes que je trouve des voies, alors sans être dans une vision un peu naïve et idéalisante de l'enfant, qu'est-ce que je dirais à l'enfant que j'étais, etc. Mais peut-être que certaines potentialités qu'on n'a pas développées parce que précisément on a choisi une voie, on peut les réinvestir autrement pour réussir à surmonter une épreuve qui nous met à terre.
Oui, est-ce que vous pensez qu'une vie sans rupture est possible? Une vie sans rupture est possible. Alors déjà, il y a un chapitre qui est consacré à la naissance, et vous dites, vous écrivez très bien que la naissance, de toute façon, nous passons par une rupture. C'est la rupture de l'environnement maternel quand on sort, quand on arrive au monde. C'est une première rupture. Il y a des psychanalystes qui ont écrit sur le traumatisme de la naissance, par exemple. Mais est-ce qu'on pourrait... Par exemple, il y a des gens qui disent, moi, à l'âge de 7 ans, moi je serai président de la République. Ou un autre qui dit, moi je serai Premier ministre britannique. Hein, il le dit. Bon, et il finit par l'être. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une vie qui soit un long fleuve tranquille, ou est-ce que ça c'est quand même une illusion? Et en fait, ma question subsidiaire, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui sont là devant nous de se préparer à la possibilité de la rupture Moi, je ne crois pas qu'il y ait de vie sans rupture, ouais. Parce que même si on a de la chance, qu'on est préservé, qu'on ne connaît ni chômage, ni maladie, ni séparation amoureuse, les gens autour de nous meurent et ça nous impacte. Et même si on ne vit pas la rupture en première personne, eh bien, on peut la vivre en accompagnant des proches qui en traversent une. Donc, je ne vois pas qui aurait cette... Je ne vois même pas à quoi ressemblerait une vie dans laquelle il n'y aurait pas de rupture. À vrai dire, je pense qu'il y en a nécessairement. Après, toutes ne sont pas aussi catastrophiques que d'être confrontées à des maladies graves ou au deuil d'un proche. Heureusement qu'il y a des vies plus légères que d'autres. Mais imaginez qu'on n'en traverse pas. Et quand bien même on aurait quelque chose comme une espèce de destin, ce que vous décrivez avec quelqu'un qui dit à 5 ans je vais être médecin et qui devient médecin, pour prendre un exemple qui me plaît plus que le président de la République, c'est pas parce qu'il y a une ligne de notre vie où les choses ont l'air d'être dans une forme de continuité. Peut-être que ce gars-là, par ailleurs, il a divorcé 3 fois, qu'il a vécu des choses sur un plan personnel, psychologique très éprouvant, et peut-être que poursuivre cette ligne qui a l'air continue de l'extérieur, il en a traversé des épreuves morales et psychologiques qui ne sont pas nécessairement visibles. Il y a des grosses ruptures qui sont visibles dans la vie d'un individu, et puis il y en a d'autres que même parfois ses amis ne soupçonnent pas. Tout ça fait qu'à mon sens, non, une vie sans rupture, ça n'existe pas, mais aussi tant mieux, parce qu'elles nous transforment, elles nous font évoluer, pas toujours, hein, je ne fais pas un éloge de la rupture à tout prix, mais c'est aussi ce qui s'inscrit dans un processus de remise en question, de transformation qui peut, dans certains cas, être une libération. Quand je disais rompre avec sa famille, ou rompre avec, on en parle suffisamment en ce moment, un conjoint toxique, maltraitant, violent, parfois c'est sauver sa peau aussi de rompre avec un certain environnement. Donc ça peut être totalement nécessaire. Après, sur la deuxième question, comment un médecin accompagne, alors se prépare ou accompagne la rupture, je crois que parfois, quand on arrive dans ces études supérieures, on en a déjà vécu. On m'a fait la remarque une fois que je n'avais pas parlé de la seule vraie grande rupture dans la vie, qui est sans doute la première qu'on expérimente de manière consciente, qui est la rupture amicale. Et que se fâcher avec un ami, c'est parfois la première expérience hyper douloureuse d'une confiance qui se brise, d'un lien essentiel qui disparaît, ou se fâcher avec un frère et une sœur. Donc, mais de manière forte, pas seulement épisodique. Donc je crois que même quand on est jeune, quand on a une vingtaine d'années, on a déjà une intuition de ce que la rupture peut avoir de bouleversant dans l'existence. Et sur la manière dont on l'accompagne, on va revenir à ce que vous avez évoqué tout à l'heure avec la médecine narrative. Je crois que ce qui peut être précieux, voilà, c'est vraiment très personnel, mais je trouve que ce qui peut aider, c'est quand un médecin raconte à un patient
la manière dont d'autres patients qui ont la même pathologie ont vécu avec. Comment ils ont traversé sur le long cours une épreuve similaire, tout en sachant qu'aucun patient ne vit sa maladie exactement comme un autre patient. Mais je trouve que c'est assez rassurant, justement, d'entendre ces récits de vie, parce que déjà ça montre qu'on peut vivre avec, ce qui n'est pas évident quand on reçoit un diagnostic de manière un peu frontale, et un diagnostic qui engage sur une longue durée. Et puis, quand on raconte une histoire comme ça, on donne aussi des représentations de ce qui au début est irreprésentable. C'est d'ailleurs quand sauf à être familier de la maladie, ce qui est possible quand c'est des terrains héréditaires ou génétiques qui font qu'on sait à quoi ça ressemble, parce que tout le monde autour de nous a déjà eu des pathologies de ce type. Mais je trouve que ces récits d'histoire de malades, dans tous les sens du terme, si on prend cette expression, ça peut être un moyen d'accompagner le malade dans cette familiarisation, cette domestication de l'idée que oui, il va l'être durablement, peut-être même toute sa vie. Oui, là on aborde le problème de l'entrée dans la maladie. Bon, par le médecin, c'est l'annonce de la maladie, et du côté du patient, c'est vraiment vécu comme une rupture. Vous savez, bon, vous allez avoir, on va vous faire le dernier cours des 10 cours. Céline Lefebvre qui va vous parler de Canguilhem, Georges Canguilhem, qui a écrit Le normal et le pathologique, où il dit qu'il y a vraiment un avant et un après, et le patient garde la nostalgie de l'avant. C'est-à-dire, quand il y a avant, comment c'était avant, et on ne peut pas se défaire de cette nostalgie. Et c'est pour ça que cette rupture-là, elle induit tout un passage par différentes étapes, dont l'étape de la colère, puis l'étape du déni, et puis finalement un marchandage, et ça aboutit à l'acceptation non pas de la maladie, parce qu'il n'est jamais acceptable d'être malade, mais l'acceptation de l'idée qu'on va vivre avec la maladie. Et c'est là où je vous rejoins totalement, les patients entre eux peuvent s'aider. Et c'est pour ça que c'est le rôle des associations de patients, déjà. Maintenant, le rôle des réseaux sociaux sur Internet, où ils vont retrouver des amis, au sens Facebook du terme, qui ont la même maladie qu'eux, et ce qui va être de plus en plus développé à l'hôpital, ça va être le rôle de ce qu'on appelle les patients engagés, et qui vont faire vivre l'hôpital, en venant à l'hôpital, pouvoir dire aux patients qui sont un peu nouveaux, des nouveaux arrivants dans la maladie, les réconforter en leur disant la vie est quand même possible. Parce que sinon on peut se dire, mais vous savez, moi je suis diabétologue, une mère qui me dit mais il va devoir faire ça toute sa vie, et quand vous lui répondez oui, vous comprenez le poids que ça porte. C'est bon, il y a une association comme l'Aide aux jeunes diabétiques qui va organiser des camps de vacances, des colonies de vacances pour des enfants diabétiques, et l'importance majeure de ces colonies de vacances, les enfants vont se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. Et je crois que vous parlez de la solitude dans la rupture, c'est quand on se retrouve seul avec le problème. Je voudrais revenir au problème de l'identité, et il y a le fait que quand on fait une rupture, alors il y a deux types de ruptures, j'ai l'impression. Il y a les ruptures que j'ai décidé de changer de carrière, et puis les ruptures qui me sont imposées, on m'a viré. Donc c'est pas la même chose, mais ça, en fait c'est une atteinte à l'identité. Et si on regarde que l'identité, il n'y a pas seulement le fait que je suis identique, en me modifiant un petit peu de jour en jour physiquement, de ma naissance jusqu'à la fin, mais il y a aussi le fait que je me sente, c'est pas l'identité au sens
C'est Paul Ricoeur qui différencie ça. Il appelle ça l'identité, c'est l'identité idem. Hein, mais il y a l'identité que je sais que je suis moi. Et je sais que je suis moi par rapport aux autres. Et il appelle ça, un mot, là on va dire, il y a des philosophes qui vont commencer à utiliser des mots qu'on ne comprend pas, il appelle ça l'ipséité. Ipsé, c'est soi-même. Je sais que je suis moi. Et c'est pas la même chose, je sais que je suis moi depuis que je suis né et que j'ai toutes mes photos au maton que j'ai gardées. Non, je sais profondément que je suis moi et que je ne suis pas quelqu'un d'autre. Mais en étant moi, dit Ricoeur, cette ipséité, elle implique quelque chose, c'est la promesse. C'est-à-dire, en fait, il y a l'idée que je vais être fidèle à ce que je suis. Alors, j'ai été très impressionné par voir que le premier chapitre de votre livre, c'est que vous appelez l'impossible fidélité. Comment vous discuter ce problème pour que, en fait, est-ce que la rupture, on n'est pas quand même en train de se trahir les autres et de se trahir soi-même, et comment est-ce qu'on peut finalement rompre? Alors, sur la question de la loyauté, c'est une autre manière de le formuler. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est dans le cas d'une rupture qui est choisie, puisqu'on faisait la distinction tout à l'heure. Quand je décide de rompre avec ma famille, avec mon milieu, avec mon conjoint, avec mon travail, effectivement, je vais apparaître parfois, souvent, comme le traître dont on ne comprend pas pourquoi il ne reste pas, pourquoi il n'est pas bien avec nous, qu'est-ce qu'elle a qui ne te plaît pas, notre famille, ou tu n'aimais pas l'équipe, pourquoi tu ne veux plus travailler avec nous, etc. Et en même temps, ce qui aux yeux des autres peut apparaître comme une trahison, peut apparaître au sujet comme le seul moyen d'arrêter de se trahir lui-même. C'est-à-dire, ce qui précède la rupture, c'est souvent un cheminement intérieur qui peut être très secret, très dissimulé. On le voit aussi parfois dans les processus de changement d'identité de genre, où là aussi c'est difficile parfois pour des parents d'accompagner un garçon qui devient une fille ou une fille qui devient garçon. C'est aussi une thématique que j'ai pas questionnée, mais qui s'interroge en termes de continuité intérieure et de rupture pour l'extérieur. Donc on peut donner aux autres l'impression d'être un traître tout en ayant le sentiment, j'allais dire vital, que si on ne fait pas cette rupture, on est en train de mourir à petit feu, de s'interdire d'être vraiment soi. Donc parfois la rupture est un moyen pour le sujet de devenir qui il est, d'une certaine manière. Et sur la question de la promesse, je crois que chez Ricoeur, il y a aussi tout un fond de convictions religieuses et spirituelles qui donne une force à la promesse. Moi, j'entends aussi la phrase de Nietzsche qui dit que la promesse n'est pas possible, parce qu'on ne peut pas promettre qui on sera dans les semaines, dans les mois ou dans les années à venir. C'est d'une prétention absolue de dire, déjà d'affirmer qu'on sera encore là, et puis ensuite de dire qu'on agira conformément à une force de la volonté qui serait dominante en nous. On sait très bien que les affects ont une puissance, on sait depuis Spinoza, que vous aimez particulièrement, que la force des affects ne peut pas être négligée dans la manière dont un individu agit. Oui, je suis vraiment d'accord avec ça. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que ce qui compte peut-être, c'est la recherche de l'authenticité. Je dois être, je veux être moi. Et si j'ai l'impression que je ne suis plus moi en continuant à faire ce que je fais, je suis désolé, mais je tiens à être moi. Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. J'ai très bien connu quelqu'un de très important qui est resté un très grand ami, avec qui je suis en contact toujours, c'est Joël Ménard. Joël Ménard, il a été directeur général de la santé, c'est lui qui a fait le plan Alzheimer, hein, et j'étais son interne, donc bon. Et un jour, on était dans un laboratoire, tout seul, un soir, c'était vers 20h,
Lui, il pipetait, il était en train de mettre au point le dosage de la vasopressine, et moi je découpais des feuilles de chromatographie. On était tous les deux tout seuls. Lui, à mon avis, 15 ans, ou 10 ans ou 15 ans de plus que moi, donc un senior pour moi, et il me dit, fils, je voudrais te donner un conseil. Alors je dis, bon, il dit, je vais te dire une chose, dans la vie, tu ne fais que ce qui t'amuse. Et parce qu'il y a deux possibilités. Ou ça marche et tu as tout gagné, ou ça rate et au moins tu t'es amusé. Et j'avais trouvé ce raisonnement absolument inattaquable. Je vais vous dire une chose, toute ma vie j'ai fait ça. Mais en fait, c'est dans la recherche de l'authenticité. C'est pas l'amusement auquel je joue avec des Legos. Hein. C'est en fait l'amusement au sens où est mon épanouissement. Alors je vais vous dire, c'est très égoïste. Mais vous en parlez aussi de cette rupture égoïste. Ben oui, voilà. Bon. Alors j'ai un peu continué dans ça. Bon, quand on lit vos livres, dans les deux livres, vous dites, je ne vais pas tenir un discours optimiste. Et je suis désolé, n'espérez pas qu'il va y avoir une happy end. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours très gai, notamment dans le domaine de la médecine. Bon, il faut lire le chapitre consacré à la maladie d'Alzheimer, la maladie de A, comme on a noté, qui est terrifiant pour les aidants des patients qui ont ce type de pathologie. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même... est-ce que vous êtes plus pessimiste de nature ou est-ce qu'on peut trouver une solution et quelle solution vous proposez à ça? Est-ce qu'on peut me soigner, vous voulez dire? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup écrit sur des sujets qui étaient assez graves. J'ai beaucoup écrit sur la maladie, ou sur le deuil, et hors de moi c'est encore pire parce que la première phrase c'est « il n'y aura pas de fin heureuse ». Donc comme ça on est prévenu. Ce qui m'agace un peu dans l'air du temps, c'est cet optimisme forcené, cette façon de penser positive à tout prix. Je pense que ça fait violence à ceux qui traversent des choses très difficiles et qu'à un moment, on a besoin que, quand on souffre, que l'autre en face de nous l'entende, le reconnaisse et dise « oui, ce que tu traverses, c'est hyper dur, oui, tu dois être déprimé ». Et c'est plus normal d'être déprimé quand on apprend qu'on a une grave maladie que de faire semblant que tout va bien. Donc sans doute c'est une question aussi de caractère, de disposition, d'éducation familiale, où il y a plein d'explications psychologiques possibles, mais vouloir à tout prix réinsérer de la gaieté dans des moments qui sont tragiques, ça me paraît souvent très artificiel. Donc moi je suis plutôt dans l'idée que parfois la tristesse nous réconforte. Enfin, pour dire les choses plus clairement et pour revenir sur quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure, lire sur la maladie ou sur le deuil ou sur la perte en général quand soi-même on est en train de traverser cette épreuve, je trouve que ça fait du bien. Bien plus que d'essayer de voir des comédies américaines romantiques qui finissent bien. Et qu'il y a quelque chose, ce qu'Aristote disait déjà, de l'ordre de un peu la catharsis, à aller jusqu'au bout de la tristesse, à voir que d'autres l'ont traversée. Et c'est vrai que quand on est malade, lire les poèmes de Michaud sur la maladie, Montaigne, La montagne magique, ou beaucoup d'autres textes dans les auteurs contemporains, on a des textes qui sont très forts là-dessus. Être accompagné par la tristesse, ça peut donner l'impression que c'est morbide, qu'on se complaît là-dedans, mais je crois qu'on en a besoin aussi. Alors qu'il y ait des moments de joie qui perdurent heureusement, et j'ai essayé de voir lesquels pouvaient subsister, mais je crois aussi qu'une épreuve qui est triste, c'est comme, enfin voilà, c'est difficile, c'est éprouvant, c'est douloureux. Mais essayer de le recouvrir d'un vernis d'optimisme, ça me paraît parfois un peu surfait.
Ouais, il ne faut jamais dire à un petit enfant à qui on va faire une prise de sang, n'aie pas peur, tu ne vas rien sentir, ça ne va pas te faire mal. C'est pas vrai, ça va lui faire mal. Et bon, j'ai un de mes amis qui vit actuellement une situation très triste familiale. Il a été voir un psychiatre pour lui, parce qu'il pensait qu'il était déprimé. Et il a raconté sa situation à ce psychiatre, et ce psychiatre lui a dit, écoutez, vous n'êtes pas déprimé, vous êtes triste. Et c'est normal que vous soyez triste parce que la situation est triste. Et cet ami m'a dit, j'ai trouvé que c'est très bien ce qu'il me disait. Mais alors tout de même, vous, quand on lit la page 151, qui est la dernière page de votre livre, eh bien, je vais lire, où trouver le courage d'être en dépit de la menace, se demande cet auteur que vous citez, et vous répondez, dans la joie. Prendre le risque de vivre, c'est faire le pari des joies possibles et avoir la force de se souvenir, même dans la nuit tragique, de l'étincelle de joie qui se tenait en elle. Alors je vais vous poser une question, est-ce que votre prochain livre, vous n'allez pas l'intituler « Joie », ouvrez la parenthèse, S, fermez la parenthèse. Il y a quelques maisons d'édition qui aimeraient bien que ce livre. Alors, d'abord, j'ai une réputation à tenir, jamais j'écrirai sur la joie. Maintenant que je suis auteur tragique, je ne peux pas me le permettre. Sérieusement, deux vraies réponses. La première, c'est que je crois que les choses joyeuses, on n'a pas autant besoin d'écrire dessus. On les vit à fond. Et c'est pas sûr qu'on ait besoin d'être dans un retour, une analyse, une réflexion autant que ce qui est douloureux, ce qui est injuste, etc. Ce qui est joyeux, on le vit. Enfin, moi, j'écris jamais sur les choses joyeuses, en fait. Ou alors, si j'écris, c'est niais. Ça n'a aucun intérêt littéraire. Ou quelconque autre intérêt. Et puis, je crois que ce que la rupture nous apprend aussi, la multiplicité des ruptures, c'est qu'on ne maîtrise pas nos vies, qu'il y a des événements qui surgissent, qui nous arrivent, qui nous surprennent, et que heureusement, ces événements qu'on subit ou qui surgissent, parfois aussi sont heureux. Parfois, il y a aussi des bonnes surprises. Et que la joie peut se nourrir de cette idée que tout ce qui va nous arriver ne sera pas nécessairement catastrophique, y compris si on est, entre guillemets, condamné à être malade toute sa vie. Au sein de ce parcours de malade, il peut y avoir des choses qui apparaissent qu'on n'avait pas imaginées, qu'on n'avait pas prévues, qui font prendre d'autres bifurcations et qui vont être des sources réelles de joie. Et on parlait tout à l'heure de la solidarité des patients, enfin, ou la solidarité des malades entre eux. Ça fait partie des bonnes surprises. C'est-à-dire quand je romps, je change souvent de cercle. Et paradoxalement, ceux qui ont vécu le même type de rupture ou d'épreuve peuvent se constituer comme des nouveaux pôles d'amitié extrêmement forts. C'est un philosophe tchèque qui s'appelle Patočka qui parle de la solidarité des éprouvés. Il y a d'autres cercles et d'autres liens qui se créent et qui sont parfois d'autant plus forts qu'on a traversé des épreuves majeures dans notre existence et qui sont des épreuves communes en fait, qui nous relient. Bon, je pense que c'est effectivement, on va finir, je voudrais lire un passage qui est dans le chapitre rupture, naissance et séparation, c'est sur la naissance. Et c'est pour vous montrer le style de Claire Marin, vraiment pour vous donner envie de lire ce livre. Et bon, ça va parler du petit bébé qui vient de naître et qui est en souffrance terrible parce qu'il est tout d'un coup nu. Et ce que j'aimerais, c'est que quand vous allez écouter ce que je vais vous lire et que vous pensiez, non pas au petit bébé qui est nu, mais au patient qui est nu et qui a besoin d'un réconfort. Je voudrais vous dire qu'on a demandé à des gens pourquoi vous faites confiance en votre médecin, et la première chose qui revenait, c'était j'attends qu'il me réconforte avant qu'il soit un bon médecin. J'attends qu'il me réconforte. Donc voilà comment on va réconforter
sous la plume de Claire Marin, le petit bébé qui est nu. Même lorsque l'accouchement se déroule au mieux, la naissance est un passage de l'enveloppement rassurant et la coprésence à l'unité angoissante vécue comme un exil. Découvert, l'enfant est exposé, renvoyé à sa très grande vulnérabilité, pensez au patient, après avoir été porté et intimement uni, entouré par la bulle matricielle. Il lui faut un nouveau cocon qui le protège du monde rugueux et inhospitalier. Hospitalité. Le soin est alors la reconnaissance de la prise en charge de cette fragilité de l'enfant. Il faut prolonger par la douceur du toucher, la chaleur du pot à pot, les paroles rassurantes chuchotées, le sentiment d'être constamment entouré de présence, d'attention, de corps bienveillant. Oui, ça ne s'applique pas seulement aux petits bébés, mais aussi aux patients qui souffrent, qui attendent quelque chose de nous. Au corps utérin, il faut en substituer un autre, chimérique, fait de voix, de caresses, de pressions douces appliquées à l'enfant, chair de mots et de toucher qui le rassurent, tout en permettant d'élaborer petit à petit la perception de son corps propre. Cette poche artificielle de protection du nouveau-né, que de nombreuses cultures déclinent en l'emmaillotant, joue un rôle essentiel sur le plan psychique. Elle constitue la trame d'une confiance en l'adulte, le sentiment de pouvoir s'appuyer sur lui. Et on pourrait traduire, le malade ça va traduire la confiance dans le médecin, le sentiment de pouvoir s'appuyer sur lui. Alors vous voyez comment, si vous lisez le livre Rupture, vous allez comprendre au fond, maintenant si vous vous replacez comme futur médecin, ce que vivent les patients qui viennent vous voir. Ils viennent vous voir parce qu'ils ont vécu la rupture terrible de l'annonce d'une maladie qui est une brisure au fond dans leur trajectoire. Ils se retrouvent nus et ils attendent beaucoup de vous. Voilà, je voudrais vous remercier, et Claire Marin, j'aimerais qu'on commence, qu'on termine comme ça, si vous voulez bien. Et maintenant, vous avez des questions à nous poser. Oui. Alors, je voulais introduire une notion. Donc, on a parlé de l'identité. Est-ce qu'on ne pourrait pas la corréler directement à la sécurité? C'est-à-dire que le patient a une rupture à l'annonce de sa maladie, et il attend justement que le médecin le réconforte, et qui complète son identité, qui est complètement... la personne est désolée, son identité elle est complètement ébranlée. Et est-ce que justement, cette identité, donc cette sécurité, elle ne se formerait pas justement, comme vous l'avez dit, vous l'avez un peu dit, il me semble, que ça provienne justement de sa plus petite enfance, donc dès lors qu'on l'emmaillote, que la mère lui prodigue des soins. Donc est-ce que ce ne serait pas une corrélation directe entre sécurité et identité? La question est vraiment intéressante parce que c'est un des éléments, je trouve, qui font que le médecin joue un rôle important, c'est quand il sait qui est son patient. C'est-à-dire, pas seulement qu'il sait, voilà, toi tu as une sclérose en plaques, mais il sait que le patient a tel métier ou a eu tel métier, qu'il a dû y renoncer, partiellement, totalement, qu'il a des enfants, qu'il a un conjoint, etc. Donc, quand il aide le patient à maintenir... Alors après, vous allez me dire, le médecin ne peut pas tout faire. Je suis d'accord. Il n'est pas non plus psychologue familial, etc. Mais moi, comme patiente, si je dois dire quelque chose d'assez personnel, je trouve que ceux que j'aurais qualifiés de bons médecins, c'est ceux qui voyaient aussi en quoi la maladie détruit tout le reste. C'est-à-dire pas seulement le corps, l'identité du patient, mais l'empêche d'être une bonne mère, une bonne compagne, d'exercer correctement son travail, d'avoir encore une vie amicale, sociale, etc. Et je trouve que c'est là que le sentiment de sécurité peut-être se joue aussi, c'est de lui dire, bon, alors, là, vous n'allez plus pouvoir porter physiquement vos enfants, donc il faut trouver d'autres manières, etc. Il faut
reléguer certaines tâches à votre conjoint, ou des choses de ce type. Et souvent, on me dit, bah, bon, alors, on n'a pas le temps, ça, je sais, je l'entends, etc. Mais on me dit aussi, bon, bah, c'est au patient de se charger de cette partie-là de sa vie. Mais je ne crois pas, parce que la maladie, elle reste pas dans une partie de ma vie, elle contamine tout. Si je suis épuisée par le traitement, bah oui, je fais mal mon travail. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est quand un médecin peut vous dire, ou au moins vous prévenir, parce que parfois il y a aussi ça de dire oui, bon bah on va soigner le corps et ça va aller bien. Non, c'est pas si simple. Donc c'est là, je trouve qu'il y a un travail qui est compliqué et pour lequel, à ma connaissance, vous n'êtes absolument pas formé. C'est comment, en particulier dans les maladies chroniques, la maladie va avoir un impact. Vraiment, c'est comme une onde de choc, quoi. Le nombre de domaines que ça va transformer ou annihiler. Et ça, un médecin, malgré tout, parce qu'il a vu d'autres histoires de patients, il peut le savoir. Mais pour ça, il faut qu'il s'interroge, ou qu'il interroge tous les patients sur l'effet que ça a. Et moi, je sais que dans ma carrière de malade, je fais tout de suite un distinguo très simple, c'est quand le médecin commence à dire comment ça va au travail, vos enfants, comment ils vont, etc. Donc quand ils savent à quelle personne ils s'adressent, c'est pas seulement à quel dossier ils s'adressent. Je trouve que ça change beaucoup de choses. D'autres questions, et quand vous posez vos questions, vous regardez Claire Marin et pas moi. Oui. Une question. Lorsqu'on conseille un patient et lorsque... Ceux qui sont au fond, pardon. Merci. Attends un peu. Tu peux te lever juste 2 secondes le temps que... Merci. Non, on pourra pas diffuser. Levez-vous et... Pardon. Venez. Je suis désolée, hein, c'est un peu intimidant, mais juste comme ça, un tout petit peu plus fort. Comme ça permet que ceux qui sont au fond entendent la question. J'ai juste une question. Lorsqu'on accompagne un patient, lorsqu'on le conseille, si on est en face d'un patient qui a une maladie chronique, par exemple, et lorsqu'on l'accompagne, lorsqu'on essaye de le rassurer un peu, j'ai l'impression qu'on infantilise un peu le patient. Et du coup, c'est une expérience personnelle. Lors d'un stage, j'ai vu que le médecin, lorsqu'il essaye de conseiller un patient, le patient il est intimidé, il a l'impression d'être un peu infantilisé. Et du coup, ma question, c'est de savoir comment faire en fait pour ne pas être trop intimidant face à un patient alors que nous, en vrai, on essaie juste de le rassurer. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Mais déjà, si le point de départ, c'est que vous essayez de le rassurer, on est dans un bon point de départ, parce que je ne suis pas sûre que ça soit quelque chose qui soit si universellement partagé dans l'attitude d'un médecin. Parfois, il y a des médecins qui sont juste dans l'information un peu technique de ce qui va se dérouler, et pas nécessairement dans le fait de rassurer le patient. Il y a aussi le fait que parfois, on ne peut pas le rassurer. Et que si on essaie de le rassurer à tout prix, on lui ment, ce qui n'est pas forcément non plus une bonne chose. Il y a des fois où il faut peut-être mieux dire vraiment ce qui va se passer, plutôt que dire des choses qui sont rassurantes et dont le patient va vite comprendre qu'elles sont fausses. Parce que là, le rapport de confiance, en particulier si c'est un compagnonnage au long cours, il est très entamé. Donc il ne faut pas vouloir rassurer à tout prix, je pense. Et l'autre question, la question qu'il y a derrière, c'est comment je fais pour parler avec le patient une même langue que lui, c'est-à-dire lui dire des choses qu'il peut comprendre, sans être ni trop arrogant avec mon savoir, effectivement, qui est impressionnant, qui est important et qui est vital dans cette situation, sans être non plus ni trop infantilisant. Et ça passe aussi par ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire connaître quel est ce patient, même à partir d'éléments minimaux de sa biographie, mais savoir à quel type de degré de technicité on peut aller, qu'est-ce qu'il va comprendre dans ce que je vais lui dire,
le langage lui-même peut être déjà quelque chose qui crée un degré de confiance, ou qui au contraire va créer une distance absolue. Si le médecin commence directement par me parler d'antiphospholipides, évidemment que voilà, mentalement je me dis ok, je sais même pas ce que c'est que les phospholipides, alors les antiphospholipides encore moins, et qu'est-ce que ça va faire là-dedans. Donc c'est sûr qu'à certains moments, l'emploi d'un langage compréhensible et d'une attitude qui est presque de partenariat, c'est une bonne base. Mais il faut avoir envie aussi de considérer son patient comme ça, et c'est pas toujours le cas, je crois. Parce que ça demande un effort, alors qu'être dans l'information et la technique, c'est moins d'investissement affectif. Enfin, c'est fatigant d'être aussi dans une forme d'empathie, de compréhension, de s'interroger sur ce que mes paroles vont faire à l'autre. C'est usant aussi. Et puis, les conditions dans lesquelles on exerce la médecine font que, oui, s'il y a une nuit de garde derrière, je vais peut-être être un peu moins compréhensif, patient, attentif au visage du patient que si j'étais tout frais et que je sortais d'une bonne nuit. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais il me semble que votre présupposé d'emblée qui est que vous essayez de réconforter le patient fait que vous êtes déjà dans une attitude qui est plutôt encourageante, parce que c'est pas nécessairement la posture de départ, je crois, chez tous les soignants. Et c'est quoi les outils? Je voudrais rajouter quelque chose. En fait, c'est parler normalement. C'est simplement parler naturellement. C'est-à-dire, comme on a une conversation, et en utilisant des mots que tout le monde comprend. Il y a une autre chose. Vous dites, le problème, c'est on est dans le jargon, et il ne faut pas être dans le langage infantilisant. Mais je vais vous dire, je pense, je me suis rendu compte qu'il y a un terrible piège dans lequel nous, médecins, nous pouvons tomber. C'est dire, je ne vais pas lui expliquer parce que je pense qu'il ne comprendra pas. Je vais vous dire, les gens sont capables de comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et il suffit de leur expliquer avec des mots simples. Quand les gens vont acheter une voiture, je vous garantis qu'ils savent très bien regarder des détails. Bon, moi, j'y connais rien, hein, mais ils vont vous demander. Alors, les gens sont capables de tout comprendre si on leur explique tranquillement et si on prend son temps. Je crois que le vrai problème, et ça vous l'avez abordé avec la nuit de garde, le vrai problème c'est le temps médical, c'est la fatigue. Alors c'est vrai que c'est usant et que c'est vrai que c'est fatigant, mais c'est très beau. Mais donc, en parlant vous n'allez pas infantiliser le patient. Soyez naturel, parlez naturellement. Et la chose à éviter à tout prix, c'est le jargon. Et c'est difficile. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est difficile d'éviter le jargon. Parce qu'on a été formé à parler en latin. On a été formé à ça. Si vous écrivez dans une copie d'examen le malade a mal à la tête, vous avez 2 points de moins. Voilà. Il faut dire il a des céphalées. Et quand vous parlez au patient, vous n'allez pas lui dire madame, est-ce que vous avez des céphalées? Il faut lui dire madame, est-ce que vous avez mal à la tête? Voyez quoi. D'autres questions? On remarque. Mais on a certains patients qui recherchent justement à être infantilisés, à être confortés. Donc la limite elle est poreuse entre le fait de parler. Donc, si on lui parle calmement, des fois, il n'aura pas. Je reprends la question. Il y a ce que le patient attend et ce qu'il reçoit. Et donc ce ne sera pas toujours la même chose d'un patient à un autre. Mais c'est toujours compliqué d'adapter au patient. Il faudrait connaître les patients en parallèle. Or, ce n'est pas toujours possible de connaître son patient par cœur. Donc il y aura toujours des frustrations chez l'un comme chez l'autre. Oui, complètement. Et puis, il y a aussi ce déséquilibre énorme, c'est que pour le patient, vous êtes son médecin,
alors que vous, des patients, vous en auriez des centaines, etc. Et le patient se souvient de ce qui a été dit à la consultation précédente, et vous, peut-être pas. Et de la même manière, il attend de vous une forme de constance dans l'humeur, dans l'espoir aussi que vous pouvez lui donner, etc. Et vous n'êtes pas nécessairement toujours dans la disposition qui le fait. Et après, de la même manière, effectivement, qu'il y a des patients qui ont plus besoin d'être rassurés et d'autres qui ont plus besoin d'une vérité, même brute, même difficile à encaisser. Un même patient peut aussi avoir des moments où, effectivement, il régresse un peu et il a besoin d'être rassuré au maximum, et d'autres moments où il va être beaucoup plus fort, plus combatif, etc. Ce qui m'amène à l'idée qu'un bon médecin, c'est aussi quelqu'un qui a de l'intuition, et pas seulement un savoir, et qui a une forme de sensibilité aux autres. Et voilà, donc c'est ce que veut dire le mot empathie, c'est réussir à percevoir quelque chose de ce que l'autre éprouve au moment où il est face à nous. Et ça passe par un truc très bête, mais de regarder son patient. Parce que combien de médecins vont parfois éviter quelque chose comme vraiment une appréhension aussi physique des signes du stress du patient, etc. Et je ne vous parle même pas des disciplines où on a un écran très confortable entre le patient et nous, mais de plus en plus, pour n'importe quelle consultation, il y a le dossier qui est sur l'écran, et ça serait intéressant de voir où se posent les yeux du médecin. Et je mets ma main, ma tête ou n'importe quoi au pari que pour certains médecins, il passe plus de secondes avec les yeux sur l'écran que sur le patient. Donc je crois qu'il y a quelque chose de ce type d'intuition ou de sensibilité qui est là encore absolument pas valorisé dans la formation, qui est jamais testé, jamais même peut-être thématisé, je crois, mais qui fait l'une des qualités d'un bon médecin. Et que quand on était dans une clinique, on avait peu de techniques, peu d'outils techniques pour nous aider, le patient, on le regardait bien. Et que peut-être qu'il y avait des diagnostics qui étaient faits plus vite. Je ne veux pas revenir à la médecine d'antan, hein. Moi je serais plus vivante si on était un siècle précédent, donc je suis bien contente qu'il y ait des traitements contemporains, efficaces, etc. Mais il y a des choses un peu élémentaires qui font que on saisira dans quel état d'esprit est le patient là maintenant. Je ne sais pas, la manière dont il se tient dans la salle d'attente, la manière dont il rentre, dont il vous serre la main, dont il vous parle. Et puis si vous commencez par le laisser parler au lieu de poser toutes les questions, quelle est la thématique qu'il va aborder? Est-ce que c'est je peux plus travailler, je peux plus porter mes enfants dans mes bras, ou au contraire, voilà, ça va mieux. Il y a des choses voilà, c'est des impressions, mais qui à mon avis, font partie de l'orientation, du diagnostic ou du traitement ou du changement nécessaire de traitement ou choses de ce type. Cyril Crozet qui veut poser une question. Merci pour votre échange. Vous avez parfois évoqué le rôle des patients qui vous ont aidé par leur rencontre et tout ça. Et je voulais avoir votre avis sur l'engagement des patients, votre regard philosophique. L'engagement des patients, on a par exemple ici des patients enseignants, on a des patients dans les instances de régulation de la santé, dans laquelle votre regard de ce fort fait social de l'engagement des patients dans les strates de la santé, auprès des professionnels. Moi je pense qu'effectivement le patient il a une expérience et que c'est bien qu'on commence à considérer qu'elle peut valoir quelque chose. C'est assez neuf, c'est plutôt un état d'esprit que je trouve intéressant, que les médecins, les soignants puissent avoir à apprendre des patients, c'est-à-dire aussi de ce qui se passe en dehors de ce que les médecins peuvent observer, c'est-à-dire ce qui se passe au quotidien, comment je fais pour prendre ma douche si j'arrive pas à tourner le robinet, enfin des choses évidemment qui sont pas techniques, qui sont pas prestigieuses et qui font pas la gloire d'un médecin, mais qui sont essentielles pour un patient, parce que prendre une douche le matin, c'est quand même agréable. Et je me souviens d'un médecin qui avait dit « Ah non, mais moi, ce genre de truc-là, c'est pas mon domaine, hein. Vous vous débrouillez avec un plombier, mais moi, je peux... » Alors que forcément, il y en a eu d'autres des patients qui avaient du mal
à se coiffer ou à ouvrir une porte, enfin bref. Et bon, bref. Mais sur ce dispositif, comme sur les associations de patients, ma position à moi, mais c'est vraiment hyper personnel, c'est que je trouve que c'est très lourd d'être malade, de travailler à l'hôpital, de passer sa vie avec des médecins ou d'autres patients. Pour moi, c'est trop. Pour moi, je trouve que c'est bien d'avoir une partie de sa vie où on est aussi sur la rive des biens portants. C'est Suzanne Sontag qui, dans La maladie comme métaphore, dit il y a deux rives, les biens portants et les malades. Je trouve que c'est bien aussi d'être avec des gens qui sont en forme, qui sont plus insouciants, plus optimistes, etc. Mais ça, c'est très personnel. Je comprends tout à fait que la maladie puisse être mieux vécue si on est dans une position un peu proactive, qu'on transmet quelque chose de son expérience dans un cadre qui va le valoriser, comme ça commence à être le cas. Ça me semble très intéressant. Mais pour moi, ça serait insupportable, tout simplement. Y a-t-il des outils pour développer son empathie? Alors, votre camarade demande s'il y a des outils pour développer son empathie. Alors oui, en fait, comment savoir ce qu'un patient ressent, c'est simple. Il y a des dizaines de films sur ce que c'est que d'être malade, et quand Céline Lefebvre viendra, il faudra absolument l'interroger parce que ce qu'elle fait dans son université, c'est d'aborder l'expérience de la maladie à partir d'extraits de films. Et je vous conseille son livre qui est tout petit, qui s'appelle « Devenir médecin », qui s'appuie sur un film de Kurosawa. Et à la fin de Devenir médecin, elle met toute une bibliographie de films qui traitent de l'expérience de la maladie et aussi de la question du soin. Et je crois que ça permet de se mettre vraiment, le cinéma a cette vertu incroyable, et comme la littérature, de nous faire ressentir des choses qu'on ne vivra jamais. Et je pense que c'est très précieux pour un futur médecin de lire un certain nombre de textes où on est dans la peau de celui qui est souffrant, ou de regarder ces films. On est vraiment immergé dans cette expérience-là. Je crois que oui, ça développe quand même une forme de sensibilité, ou en tout cas d'attention à des signes ou à des situations qu'on n'identifie pas nécessairement comme potentiellement violentes ou humiliantes quand on est soignant, mais qui peuvent être vécues comme telles par le patient lui-même. Bonjour. Moi j'ai une question, elle est un peu différente. Vous avez dit que vous n'écriviez pas sur la joie, parce que vous êtes un auteur tragique, mais est-ce que vous ne pensez pas que la joie, en fait, c'est le portail de la tragédie? C'est-à-dire, j'entends par là qu'une déception amoureuse, par exemple, elle est d'autant plus grande qu'on a eu de bonheur, en fait, on a eu de joie durant cette relation. Et est-ce que c'est pas tragique de voir, par exemple, le sourire de ceux qui vont monter sur le Titanic, qui sont joyeux, et on sait ce qui les attend après? Donc est-ce que, voilà, une question, je pense que vous l'avez compris, la joie n'est pas en quelque sorte très liée à la tragédie? Alors, ouais, je sais pas si c'est la joie, mais ce que vous dites, et merci pour cette question très philosophique, je ne sais pas si je l'ai comprise, mais je vais quand même faire semblant d'essayer de la comprendre. Dans la joie, il y a peut-être un truc qui est déjà un peu apaisé, un peu serein. Là où quand même j'irais dans votre sens, et je pense qu'il y a une intensité du vécu, alors je ne sais pas s'il faut dire heureux ou... Moi je ferais le lien entre le tragique et une forme d'exaltation. Et je crois qu'il y a dans la rupture amoureuse ou dans la maladie, ou etc., une intensité du vécu qui est sans doute à la mesure de ce qu'on perd, quoi. C'est-à-dire pourquoi c'est des ruptures de vie et pas des séparations, parce qu'on a perdu quelque chose qui nous semblait essentiel, central, vital. Donc je ne sais pas si c'était de la joie ou si c'était juste
quelque chose qui nous apparaissait comme fondamental dans notre existence. Mais en tout cas, il y a cette intensité, et ça c'est un truc difficile à comprendre, mais dans même le vécu de malade, il y a des moments qui sont, parce qu'ils sont cruciaux, il y a une intensité du vécu que parfois on essaye de retrouver. Ça paraît complètement masochiste de dire qu'il nous manque quelque chose quand on est dans une phase tranquille de la maladie. Mais peut-être un jour vous ferez un stage aux urgences, vous l'avez peut-être déjà fait. Bon, parfois les médecins urgentistes disent qu'ils ne peuvent rien faire d'autre. Parce qu'il y a une intensité dans leur travail qui fait qu'ils y ont pris goût. C'est presque un peu addictif. Et quand on a été un moment dans une crise très grave de la maladie, on a vécu son rapport à la vie de manière extrêmement intense, et après revenir à une vie tranquille, c'est chiant. Et je crois que là, vous avez complètement raison de parler de cette dimension tragique. C'est que ces ruptures-là de vie, quand elles sont vraiment hyper fortes, et ça peut être le cas dans une rupture amoureuse, elles laissent une trace. Et un texte, je trouve, qui peut être intéressant vraiment quand on veut devenir médecin, c'est le texte de Philippe Forest, qui est un texte autobiographique, où il parle de la mort de sa fille, qui meurt d'un cancer très jeune, autour de 8-9 ans je crois. Ça s'appelle L'enfant éternel. Et il montre bien qu'une fois que la tragédie est advenue dans notre existence, vivre une vie normale et tranquille, c'est plus possible. Alors on fait semblant évidemment, hein, mais il s'est passé un truc, quelque chose s'est brisé, qui fait qu'on va rechercher cette intensité-là dans d'autres manières, dans d'autres types d'investissements. Ça ne veut pas dire qu'on va de tragédie en tragédie, mais ça veut dire qu'il y a une espèce de marque ou de brûlure d'une expérience aussi forte et aussi désespérante, et que ça change notre manière d'être par la suite. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais elle était très bonne. Je vous remercie. Moi, je voulais savoir, dans la pratique hospitalière, des fois, on voit des cas où des médecins en fait ont une visite ou autre chose, où les médecins, en fait, les seniors, souvent, sont assez rudes, on va dire, avec leurs patients, et nous, peut-être de notre point de vue. Et avec les étudiants en médecine aussi. Mais nous, d'un point de vue d'expert ou de nous, vraiment, on entre dans la question. Des fois, par exemple, moi, je trouve ça aberrant, sauf que je me demande, est-ce qu'il est trop tard peut-être de former ces médecins qui seniors? Pas parce qu'en fait, des fois, moi, je suis choquée de certaines manières dont on n'est pas traité, mais je me dis, est-ce qu'à mon échelle, je peux faire quelque chose, à part peut-être passer derrière et peut-être parler un petit peu aux patients, mais je me demande, est-ce qu'on peut former, comme on forme maintenant, est-ce qu'on ne peut pas former la génération qui est déjà établie, qui travaille tous les jours? Alors, vous savez, j'imagine deux médecins qui se rencontrent et qui disent « Vous ne trouvez pas que c'est horrible, toutes ces histoires que nos patients nous racontent? Comment est-ce que vous supportez, vous, ça ?» Alors l'autre lui dit « Ah, parce que vous, en plus, vous les écoutez. » Alors, je veux dire, bon, il ne faut pas désespérer complètement. Bon, je vais vous dire simplement, pourquoi est-ce que vous êtes ici en ce moment? Pourquoi il y a cette réforme du deuxième cycle des études médicales? Je crois profondément qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un manque. Et que, en fait, on a été formé comme ça. Moi, j'ai été formé comme ça, à apprendre signe, diagnostic, traitement des maladies. Et pas que j'allais soigner des gens. Voilà. Et alors, mais je pense que ça. Alors, vous, votre génération, j'espère que vous allez échapper à ça. Alors maintenant, est-ce que c'est trop tard pour les vieux? C'est ça la question que vous posez. Alors, je pense qu'il y a deux types de vieux. Il y a ceux qui vont rapidement disparaître à la retraite. Bon, ben, j'espère qu'ils auront une retraite, je la souhaite heureuse. Mais il y a ceux qui, je dirais, sont dans la quarantaine et ben à cela, je pense qu'il faut quand même intervenir, parce que quand on voit des comportements insupportables, et je sais que vous voyez des comportements insupportables, je crois qu'il faut réagir. Voilà.
Parce qu'il y a des choses, mais je pense que petit à petit, bon, si on a mis en place ce programme hospitalité, je vais vous dire, sur la qualité de la relation, hein, c'est un questionnaire qui fait 240 questions. Et alors on regarde l'hospitalité, on regarde est-ce qu'il y a du papier dans les toilettes. Bon, c'est une des questions. Hein. Bon, mais il n'y a pas que ce détail-là. Il y a 21 questions sur la qualité de la relation. Et le seul fait de lire ces questions, eh ben, on se dit, tiens, est-ce que je fais bien ça? Et je pense que ça, ces 21 questions, eh ben, il y a un programme à l'assistance publique, hein, qui est de proposer à tous les services une labellisation hospitalité. Et ça va leur donner l'occasion de lire ces 21 questions. Par exemple, je vous dis, la dernière question, c'est est-ce que vous avez besoin, est-ce qu'on vous demande si vous avez besoin d'explications complémentaires? Ben, je peux vous dire qu'en général, moi j'ai fait plein d'interviews dans des services. À cette question, les patients ils répondent non, on m'a jamais demandé si j'avais besoin d'explications complémentaires. C'est-à-dire alors je peux vous dire, hein, les deux mots, mais ça vous savez, dans les cours que je vous fais en PACES, c'est quoi d'autre? What else? Hein, je vous souvenez, je vous ai montré un truc comme ça. Simplement dire ça aux gens, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié? Et à ce moment-là, ils vont vous raconter des choses vraiment importantes dans leur récit. Et ben oui, je vous ai pas dit, mais ma mère est morte la semaine dernière. Hein. Et là, vous comprenez tout d'un coup. Alors je vous dis, en fait, si on aborde ce problème pour les quadragénaires, les cadrans, hein, et ben on l'aborde à l'hôpital, on l'aborde par le programme hospitalité. J'espère avoir répondu à cette question de Marc. Je suis optimiste. Hein. Votre question déjà permet de l'être. Ça veut dire qu'au moins, s'il y a des générations perdues pour lesquelles on ne peut plus rien faire dans les seniors, on va dire, au moins peut-être votre génération sera plus attentive. Le fait que ça vous choque et que vous posiez la question de savoir ce qu'il faut faire. Comme patient, c'est vrai que ça nous arrive souvent de prendre quelques remarques assez froides quand on est un objet d'étude, parce que parfois effectivement on a le senior qui passe, les internes ou les externes qui suivent, donc c'est un peu l'invasion, on n'est pas forcément au mieux de sa forme et on se sent un peu bête de foire, mais c'est déjà arrivé effectivement que la maladresse, on va mettre ça sur le compte de la maladresse d'un chef de service, soit rattrapée après par une aide-soignante qui a vu la scène et qui se dit que là, le patient il a vraiment pris quelque chose dans la face qu'il n'avait pas mérité d'entendre. Donc, disons qu'il y a un système de compensation, mais que les infirmières et les aides-soignantes, dont on n'a pas trop parlé, jouent un rôle absolument essentiel dans le réconfort du patient. Parlez un peu plus fort parce qu'on En fait, j'ai vu une patiente qui, en fait, j'avais peur de rentrer dans sa tête. C'est-à-dire que quand j'ai essayé de la rassurer, pour moi, quand on essaie de rassurer une personne, c'est ma façon de faire, je raconte aussi un peu de la personne. C'est-à-dire que je vais donner de la personne, mais j'ai peur qu'en retour, en fait, la personne que j'essaie de rassurer, elle me change, en fait, elle change mon humeur de la journée. Et en fait, c'est une sorte de stress, de peur que ma journée soit gâchée en fait, à cause du fait que j'ai essayé de rassurer une personne. Et en fait, je pense qu'on a chacun une réserve d'empathie et que au fur et à mesure des années, peut-être même en une année, je ne sais pas, que cette réserve soit finie et qu'on ait plus cloisonné en fait. Et ma question donc c'est comment faire pour essayer de garder cette joie de vivre et d'essayer de montrer à nos patients qu'on peut les écouter alors que derrière peut-être qu'on est vide en fait, on a plus tout à donner. C'est une question hyper importante et je crois effectivement qu'il y a chacun a ses propres limites d'empathie.
c'est aussi quelque chose qu'il faut questionner quand on choisit sa spécialité, qui va devenir oncologue ou je ne sais pas quoi d'autre, mais enfin bref, on sait quelles sont les spécialités qui vont particulièrement nous éprouver. Et on sait aussi les patients qui vont nous éprouver. C'est-à-dire, si un jour vous avez une famille, etc., enfin je veux dire, certains médecins me racontent que quand un patient leur appelle trop leur fils ou leur mère, ou etc., ils savent qu'il vaut mieux pas le prendre en charge, ou en tout cas pas durablement, parce qu'il y aura un investissement affectif, personnel trop compliqué à gérer. Et en fait, la question n'est pas tant de savoir, de s'interroger sur jusqu'où je suis empathique, est-ce que je ne dois pas me forcer à l'être plus, etc. Mais peut-être, ça c'est très spinoziste, de se demander dans quelles conditions mes capacités d'empathie, qui ont les limites qu'elles ont, elles vont être compatibles avec l'exercice de mon métier, et quand est-ce qu'au contraire je risque de m'y brûler. Et en fait, on entend déjà ça dans votre question, quand vous dites j'ai peur que ça contamine toute ma journée. Ça veut dire que vous avez conscience aussi de l'attitude qui doit être la vôtre pour vous protéger vous-même. Et ça, c'est fondamental, parce que pour durer comme médecin, il faut effectivement une forme d'endurance. Et toute proportion gardée, c'est aussi quelque chose auquel sont confrontés les jeunes professeurs, qui de plus en plus font le rôle d'assistante sociale et de psychologue scolaire, etc. Et qui se retrouvent face à des histoires. Et souvent, les jeunes professeurs, ils veulent sauver le monde et sauver les enfants qui sont dans des situations horribles, etc. Et les vieux, comme moi, on leur dit, c'est là que s'arrête ton travail. Ça, tu peux pas prendre aussi en charge cette question-là d'inceste familial, ou ce genre de situation qu'on voit aussi quand on est dans des situations d'enseignement. Donc je trouve ça plutôt positif que vous posiez cette question. Et après, je pense que ce qui jouera un rôle, c'est de savoir auprès de qui vous serez médecin. Parce qu'il y a sans doute, on ne peut pas créer artificiellement d'autres capacités d'empathie que celles qui sont les nôtres. Et aller au-delà de ce qu'on est capable de supporter, il y a un moment où ça nous brûle, ça nous démolit. Je pense que cette attitude de protection que vous avez, sur laquelle vous questionnez, malgré tout, il faut la maintenir parce que vous en avez besoin. Raconter un peu de sa personne quand on attend que le patient nous raconte son vécu. Ça peut être une manière effectivement d'amorcer le récit que le patient a besoin de faire et que le médecin peut avoir besoin d'entendre. Après, il ne faut pas que vous le fassiez d'une manière qui vous fait violence à vous-même. Il ne faut pas vous forcer à le faire. Si ça vous paraît un bon biais, si ça permet de faire un parallèle, ça peut être une manière d'enclencher le dialogue, mais là encore, il faut que vous le sentiez comme quelque chose qui ne vous fragilise pas. Parce que ce qu'il faut quand même que vous présentiez, je crois, c'est une figure qui donne confiance. Et si on raconte une histoire personnelle de soins qui nous ébranle, où le patient sent la fragilité, qui sentent votre empathie, c'est bien, qui sentent vos fragilités, c'est plus compliqué. Parce qu'on a besoin, moi je me souviens d'un médecin qui s'est mis à pleurer devant moi, je me dis, oh là, comment on va s'en sortir avec lui? Si en plus je dois le réconforter, on ne va pas y arriver. Donc voilà, c'était un moment très particulier. Et puis, à l'inverse, une amie dont le fils a eu une leucémie, elle m'a dit, le moment où le médecin s'est mis à pleurer, ça m'a fait du bien. Donc voilà, ça dépend des situations. Oui, mais votre question, elle est vraiment très importante. Vous savez, j'ai souvent l'image d'une éponge. C'est que, et en fait, les patients, ils veulent nous transmettre leurs émotions, et nous sommes un peu comme une éponge. En fait, c'est l'empathie. Je ressens ce qu'il ressent, mais je n'oublie jamais que je suis moi. Mais je ressens ce qu'il ressent. Alors, comme ce qu'il ressent, en général, c'est pas des choses très gaies, eh ben, il y a le risque que l'éponge, elle éclate. Parce que vous êtes tellement submergé, vous acceptez tellement d'affect
qui viennent de lui, que vous gonflez. Et le problème, c'est de métaboliser les émotions, vous voyez. Mais ça, je comprends très bien que quand on est jeune médecin, on puisse avoir peur de ça. Et je vais vous dire, je pense qu'avec l'expérience, on s'aguerrit un peu à ça, et la capacité d'éponge, qui est la capacité d'empathie, elle grandit. Alors il y a une deuxième chose que vous avez dit dans votre commentaire, vous avez l'impression que votre capacité d'empathie diminue. C'est une chose qui a été remarquée. On a dit qu'au cours du deuxième cycle, la capacité d'empathie des étudiants diminue. Parce qu'on a conçu des études de médecine pour leur apprendre une médecine technicienne. Et les étudiants, en fait, en souffrent beaucoup. Et je crois que toute la réforme de l'enseignement qu'on est en train de mettre en place, c'est justement pour lutter contre ça. On ne veut pas que votre capacité d'empathie diminue, on veut qu'elle augmente. Parce que vous aurez besoin d'une grande capacité d'empathie quand vous exercerez, et n'oubliez pas une chose, là, vous êtes externe actuellement. Mais il y a un jour où vous serez interne et vous serez chef de clinique et où vous aurez de plus en plus de responsabilités, vous voyez, et à ce moment-là, il ne faut pas flancher. Voilà. Salut Dominique. D'autres questions? La dernière question. Mais du coup, pour ça, il faut sortir d'une routine, parce que si on a des internes où on passe le deuxième cycle, on a des étudiants qui sont blasés, mais c'est aussi parce qu'on a une sorte de routine à l'hôpital. Et est-ce qu'il ne faudrait pas sortir de cette routine, justement, pour réaugmenter ce niveau d'empathie? Jamais de routine. On arrête. Merci beaucoup pour votre présence et merci à Claire Marin.